lieu à ce qu'on appelle les nombres univers. Les nombres univers, ça peut faire penser à un truc plus badass que rigoureux mathématiquement. Pourtant, je vous assure que comme n'importe quelle catégorie des autres nombres, les nombres univers sont très importants et bien définis. Les nombres univers, on les confond souvent avec une autre catégorie de nombres, les nombres irrationnels. Les nombres irrationnels, vous savez, c'est les nombres qu'on peut pas écrire comme une fraction et qui possèdent une infinité de décimales après la virgule sans contenir de séquences qui se répètent. Par exemple, pi, c'est un nombre irrationnel. Mais là où on confond généralement les nombres univers avec les nombres irrationnels, c'est que les nombres irrationnels, ok, ils ont pas de séquences répétées, mais on peut quand même les prévoir. Par exemple, si je crée un nombre n qui est égal à 1,10111101110111 jusqu'à l'infini, bah ça on peut le prévoir. On sait qu'à chaque fois il y aura un 1 en plus. Pour autant il n'y a pas de séquence qui se répète, donc c'est pas un nombre univers, contrairement à pi, le nombre d'or, l'exponentielle et plein d'autres. Ce que ces nombres ont de si particulier, c'est que comme ils ont une infinité décimale qu'on peut pas prévoir, on peut tout retrouver dedans, même une infinité de livres à la suite. Et on peut aussi lire le futur. Le fait qu'on puisse tout retrouver dans un nombre univers, ça peut faire penser à une loi assez célèbre, la loi de Murphy, qui dit que tout ce qui peut arriver, arrivera. Dans le cas des nombres univers, on comprend bien la comparaison. Mais en maths, la loi de Murphy fonctionne pas vraiment, notamment parce que ça va à l'encontre du principe des probabilités. Bah oui, si on joue à pile ou face, pile peut arriver, et pour autant, il a que 50% de chance d'arriver, donc pi va pas forcément arriver. Vous connaissez sûrement des nombres très grands, 1 million, 1 milliard ou 1 million de milliards, mais connaissez-vous le Gogolplex, le nombre de Graham et l'Oblivion? Je pense pas, parce que ces nombres ne sont pas juste grands, ils défient le cerveau humain en apportant des paradoxes plus contre-intuitifs les uns que les autres. Si bien que l'étude des nombres faramineusement grands ont pris la place d'une branche des maths à part entière, la gogologie, qui porte plutôt bien son nom, car l'un des tout premiers très grands nombres se nomme le Gogolplex, l'extension du Gogol, 10 puissance 10 puissance 100. Ça, c'est une autre histoire, car même si on dirait pas comme ça, la différence entre le Gogol et le Gogolplex est juste colossale. En fait, le Gogolplex est tellement énorme que si vous marchiez un Gogolplex de mètres dans une direction, vous tomberez forcément sur vous-même, enfin sur un clone de vous, parce que les combinaisons d'atomes vont forcément à un moment donné être identiques en tout point aux atomes de ton corps. Et c'est assez perturbant de se dire que sur un Gogolplex de mètres dans n'importe quelle direction, il y a un clone de vous, qui pense comme vous et fait tout comme vous. On se croirait un peu dans une science-fiction. Mais ça, c'est encore rien par rapport aux nombres qui nous attendent. Car pour augmenter d'un cran, on va pas juste se contenter d'empiler les puissances, il y a moyen de faire bien mieux que ça. Parce que le domaine des maths où on a les plus grands nombres, c'est pas l'algèbre, mais la combinatoire. La branche des maths qui permet de compter les différentes combinaisons possibles des nombres, comme dans le cas d'un cadenas à code par exemple. Et avec ça, on peut obtenir des nombres juste absurdément grands, qui dépassent de loin le Gogolplex, comme le nombre de Graham par exemple. Pour comprendre le nombre de Graham, voilà comment faire. Prenez un cube. Un cube, c'est comme un carré, mais en 3 dimensions. Et son nombre de sommets est égal à 2 puissance 3, soit donc 8. Maintenant, on va relier chaque sommet du cube par des lignes, et colorer ces lignes aléatoirement en rouge ou en bleu. La question est de savoir si parmi toutes les possibilités de coloration aléatoire de lignes, on peut trouver une face du cube qui est reliée par 4 lignes de même couleur. Si c'est le cas, alors c'est qu'on n'a pas réussi. Mince. Bon, du coup, on peut peut-être essayer dans les dimensions supérieures. Pour un cube de dimension 4, pareil, on arrive encore à trouver des carrés dont les côtés sont de même couleur. Et c'est la même chose pour un nombre très grande dimension. Le nombre de dimensions qu'il nous faudra atteindre, vous l'aurez deviné, c'est le nombre de Graham. Ensuite vient le nombre tri, le nombre arbre. Effectivement, vous l'aurez compris, on va parler d'arbres. La question ici est de savoir combien de branches on peut créer sur un arbre à partir d'un nombre donné de graines différentes. Des graines, il y en a de toutes les couleurs, bleu, rouge, vert, jaune, violette. La seule règle pour créer les branches de l'arbre, c'est qu'on n'a pas le droit de créer un arbre qui avait déjà été créé avant. En gros, on peut pas mettre le même arbre plusieurs fois à l'intérieur de l'arbre. Et c'est logique en fait, car sinon on pourrait créer des arbres à l'infini. Donc bon, d'abord avec une graine, une couleur. Bon bah là, on peut pas faire de branches sans répéter la même couleur, puisqu'on a qu'une seule couleur de graine. Donc tri de 1 égale 1. Ensuite, avec 2 graines, 2 couleurs. Cette fois, on arrive jusqu'à 3 branches avant d'être bloqué. Tri de 2 est donc égal à 3. Maintenant, avec 3 graines, les choses prennent une tournure inattendue. Les branches semblent ne rencontrer plus aucune limite. Et le nombre de branches atteint un nombre immensément grand, bien plus grand que le nombre de Graham, presque aussi grand que l'infini. On pourrait se dire que du coup, on peut pas vraiment faire plus que ça. Mais évidemment non, parce qu'on peut très bien s'amuser à créer des trucs qui n'ont pas vraiment de sens, comme tri de nombre de Graham puissance tri 3 fois Gogolplex. Effectivement, c'est encore plus grand, mais bon, ça reste des nombres un peu débiles, que les mathématiciens appellent des nombres salades. Dans le même registre, on retrouve le Bigfoot, l'Oblivion et l'Utter Oblivion. Des nombres stupidement grands, mais insignifiants comparés à l'infini. Aujourd'hui, on va pas s'attarder sur des choses trop classiques à propos de l'infini, car pour ça, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo. Non, ici, on va s'intéresser uniquement à des faits tellement surprenants et contre-intuitifs à propos de l'infini qu'ils sont considérés comme des paradoxes à part entière. Une pile de cartes infinie. Est-il possible de construire une pile de cartes qui déborde de la table sur laquelle elle est posée? Oui, mais est-ce qu'on peut la faire déborder de 10 mètres, 100 mètres ou même à l'infini? Ça, c'est une autre histoire. Commençons par voir ce qui se passe avec une carte.
Avec une carte, la gravité nous empêche de dépasser de la table de plus d'une demi-carte. Essayons avec 2 cartes. La méthode pour optimiser le dépassement est déjà plus complexe, mais on y parvient. Et on arrive à faire dépasser la pile de la table d'une demi-carte plus un tiers de carte. Donc avec une carte, on dépasse la carte d'une demi-carte, et avec 2 cartes, d'une demi plus un tiers de carte. Vous commencez à voir le truc venir? Et oui, on peut calculer que pour un nombre donné de cartes n, on pourra faire grandir la pile de cartes jusqu'à 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart, et ainsi de suite jusqu'à 1 sur n cartes. Et on obtient un résultat assez surprenant en maths qu'on appelle la somme harmonique. Mais donc, est-ce que cette somme harmonique va jusqu'à l'infini? Est-ce qu'avec une infinité de cartes, on peut dépasser la table d'une infinité de mètres? Et non, la réponse n'est pas évidente. Par exemple, si on fait la somme 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième et ainsi de suite jusqu'à l'infini, et ben ça fait pas l'infini, ça fait que 1. Ça se démontre assez facilement avec des carrés d'ailleurs. Donc comment savoir si en empilant les cartes jusqu'à l'infini, on va bel et bien pouvoir dépasser la table d'une infinité de mètres? Ben on a des fractions là, et les fractions, on vous a toujours appris que c'est comme des parts de gâteau, non? 1 demi on peut le laisser tout seul, 1 tiers et 1 quart vont ensemble, 1 cinquième jusqu'à 1 huitième ensemble, et 1 neuvième jusqu'à 1 16e ensemble. On peut remarquer qu'à chaque fois, on obtient plus d'un demi-gâteau. Ce qui veut dire qu'en ajoutant tous les gâteaux, on aura une infinité de gâteaux. Et donc, la série harmonique s'étend jusqu'à l'infini, tout comme notre pile de cartes. Mais est-ce qu'en pratique c'est possible? Bon, la question peut sembler un peu débile, mais vérifions quand même. Si on considère qu'une carte fait 1 décimètre, avec par exemple 1 million de cartes, on aura dépassé la table de 14 décimètres, ce qui est étonnamment peu. Avec 2 millions de cartes cette fois, on dépasse la table de 14,09 décimètres, ce qui est toujours vraiment très petit, sachant qu'on a doublé notre nombre de cartes. Pour dépasser la table de 10 mètres, on aura besoin de 10 puissance 43 cartes. Donc même si en pratique, il est impossible de faire une pile de cartes qui fasse le tour de la Terre, en théorie, c'est largement possible, puisqu'on pourrait même faire une pile de cartes qui fait un googolplex de mètres et qui s'en irait là-bas rejoindre mon clone dans les